Hegel ou l'art de la fugue. La philosophie du droit. Le thème de l'émission précédente était la dialectique du vrai, la raison théorique, et la genèse de ces catégories dans la logique. Aujourd'hui, c'est de la raison pratique qu'il sera question et de la dialectique de la liberté dans les principes de la philosophie du droit. En effet, pas plus que la vérité, la liberté n'est pas un état. Elle n'est pas donnée d'entrée de jeu. C'est un processus, le résultat d'un devenir. L'homme n'est pas né libre, comme le pense Rousseau. Il le devient par un effort constant de prise de conscience. Être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut, se soumettre aux humeurs et aux caprices du moment. Cela relève de l'arbitraire, du libre arbitre. Par contre, la liberté consiste à agir conformément à son être vrai, à se reconnaître dans ses actes. Sartrien avant la lettre, Hegel pense que la liberté est la substance de la volonté, comme la pesanteur est la substance de la matière. Ce n'est pas un attribut apporté de surcroît du dehors. Quant à la volonté, elle n'est rien d'autre que la raison qui se donne une réalité extérieure, une existence. C'est la raison pratique qui se fixe des buts et se donne les moyens pour les réaliser. Encore faut-il que l'existence de la liberté soit conforme à son concept, à ce qu'elle doit être, à son essence. C'est justement l'inadéquation entre le concept de liberté et sa réalité qui va fournir le moteur de la dialectique. Et c'est ce mouvement ininterrompu, cette marche ascendante de la liberté humaine vers des formes de plus en plus adéquates que décrit la philosophie du droit. Cette anabase se développe en 3 étapes: le droit, la morale et la moralité objective, ce que Hegel appelle Sittlichkeit et qu'on peut traduire aussi par vie éthique. Elle comprend la famille, la société civile et l'État. Et comme dans la logique, chacune de ces structures est produite à partir de la précédente par dépassement, par Aufhebung, c'est-à-dire conservation, négation et intégration à une forme supérieure de liberté. Chaque écrivain a des tics d'écriture, c'est bien connu. Chez Hegel, un des plus significatifs concerne les préfaces. Qu'il s'agisse de la phénoménologie, de la logique ou de la philosophie du droit, il commence par exposer longuement pourquoi les préfaces sont inutiles, puisque seule l'œuvre achevée, accomplie, pourra montrer ce que l'auteur a voulu dire, ce qu'il a pensé. Cela dit, il n'en développe pas moins, à chaque fois, des thèmes importants en contradiction avec ses précautions oratoires. C'est le cas pour la préface à la philosophie du droit. C'est ici qu'on retrouve, entre autres, la célèbre définition de la dialectique. Ce qui est rationnel est réel, ce qui est réel est rationnel. Par-delà son allure provocatrice, cet énoncé est une lapalissade qui enfonce des portes ouvertes. En effet, si l'être s'identifie à la pensée, il est à l'évidence porteur de sens et de raison. À l'inverse, dès lors qu'on inclut le réel dans la structure de la raison, comment pourrait-elle ne pas se réaliser, se matérialiser dans les faits? Rappelons pour mémoire que le réel dont il est question ici ne désigne pas la simple réalité empirique, immédiate des choses telles qu'elles sont, mais la Wirklichkeit, la réalité posée par le concept, une catégorie que nous avons rencontrée déjà dans les sens. Vous vous en souvenez peut-être. Un autre thème grave de cette préface, c'est l'affirmation de la vocation contemplative de la philosophie. Quant à la prétention d'enseigner comment le monde doit être, dit Hegel,
La philosophie vient en tout cas toujours trop tard, après coup. Symbole du savoir, la chouette de Minerve ne prend son vol qu'à la tombée de la nuit. Il s'agit pour le philosophe de comprendre ce qui est, pas de prescrire ce qui doit être. En 1821, au lendemain du congrès de Vienne, la réalité, la Wirklichkeit, est telle qu'elle doit être. Et le philosophe est fils de son temps. Il ne peut pas aller au-delà du monde où il vit. Il vole seulement au secours de la victoire. Voilà qui revient à éliminer radicalement toute velléité utopiste, toute construction d'une cité idéale. Et tant pis pour Platon, et tant pis pour Cabet, et Thomas More, et Fourier, et j'en passe. La tâche du penseur n'est pas dans un au-delà idéal, elle est ici et maintenant, hic et nunc. Hic rodus, hic saltus. Idou rodus, idou topidima, dit Hegel en latin et en grec, en faisant allusion à une fable d'Ésope, numéro 51, dans l'édition Guillaume Budet, intitulée « Le vantard », Anir Combastis. Quelqu'un se vantait jadis à Athènes de ses performances sportives ailleurs, à l'île de Rhodes. Il aurait accompli un saut prodigieux dont aucun vainqueur olympique n'était capable. Et puis ensuite, il n'en finissait plus d'en parler lorsqu'un Athénien l'interrompt. « Mais vas-y, suppose que tu es à Rhodes et saute. Rhodes est ici. Hic Rhodus, hic saltus. » C'est donc dans la connaissance de ce qui est que se limite la fonction du philosophe. Mission redoutable, dans la mesure où elle aboutit, on y viendra, à identifier le réel avec l'immédiat, le factuel, et à cautionner, à légitimer par le concept des institutions telles que la peine de mort, la censure, la police et la guerre, pour terminer. Il n'y a pas d'impensable dans le système hegelien, puisque le vrai, c'est le tout. La première forme de liberté, c'est la propriété privée, le droit positif, civil ou pénal. La raison commence par se donner une existence immédiate dans les objets du monde extérieur, meubles ou immeubles, qui assurent la satisfaction durable des besoins humains. À cette étape de liberté, le droit indique seulement ce que je peux faire, rien de plus. Une remarque à ce propos. Il ne faut pas confondre le droit des juristes avec le droit dont traite l'ouvrage de Hegel. Ce qu'il entend par là, il le dit au paragraphe 29, je cite, « qu'une existence empirique en général, soit existence empirique de la volonté, c'est cela qu'est le droit. Le droit est donc la liberté en général en tant qu'idée. » Fin de citation. En clair, le droit tel que l'entend Hegel ici, Recht, est plus proche du juste, de la justice, que de la simple légalité. Dans ce sens-là, on peut parler du droit de la morale, de l'État ou de l'histoire mondiale, bref, de toute réalisation de la liberté humaine. Mais qui dit propriété dit échange, contrat, procès, litige, contestation. Et comme à cette première étape, la propriété est aussi universelle que la volonté, chacun peut faire valoir ses droits contre les autres. D'où le désordre et les délits de toutes sortes inhérents à cette étape. Les délits, à leur tour, entraînent des sanctions, peine de prison ou peine de mort. Conclusion. Cette première forme de liberté, dans son fonctionnement effectif, se révèle être le contraire d'elle-même, absence et privation de liberté. Le droit apparaît comme source nécessaire d'injustice. La peine infligée aux criminels et à la négation du droit, en supprimant la transgression, transforme
l'être du droit en devoir-être. L'appareil juridique existe, bien, mais comment doit-il exister? Est-il juste que Jean Valjean soit puni pour le vol d'un morceau de pain? C'est dire qu'en posant cette question, nous avons déjà dépassé le droit, c'est-à-dire conserver le concept de volonté libre, de raison pratique, supprimer la réalité immédiate des choses et de la propriété et accéder à une structure supérieure, la morale. Et comme dans la logique, vous vous souvenez, nous sommes passés de l'être à l'essence, du sensible à l'intelligible, sans coupure, sans discontinuité. De même ici, nous passons du droit à la morale sans rencontrer d'obstacles, dans la coulée homogène du procès dialectique d'un seul tenant. La tension irréductible qui sépare chez Kant le domaine de l'hétéronomie, c'est-à-dire du droit, de la morale, de l'autonomie, est ici abolie. À présent, la réalité de la liberté n'est plus immédiate, déposée dans les objets de la propriété, elle n'est plus tributaire des choses, elle est médiatisée par le sujet, réfléchie par la conscience morale qui pose la question « Que dois-je faire ?» La liberté à présent se définit par l'acte. Donc, être libre, c'est agir conformément au devoir, selon une règle universelle, absolue, que nous appelons le bien. Mais qu'est-ce que le bien? Qui peut le définir? L'individu. Mais la conscience morale peut se tromper. Elle peut choisir le mal. Et rien ne peut garantir contre le mauvais choix. L'enfer est pavé de bonnes intentions et que de crimes sont commis en ton non-liberté. Cette incertitude ouvre donc la porte à tous les abus, à toutes les formes d'hypocrisie que Hegel dénonce avec vigueur et longuement dans le paragraphe 140 des Jésuites à l'ironie romantique d'un Schlegel. Cette fois, c'est une autre dimension qui manque à la liberté, l'existence objective. D'où la nécessité de passer à un troisième stade de volonté libre, la Sittlichkeit, la moralité objective ou vie éthique. Ici, les devoirs et les droits de chacun ne sont plus définis par l'individu, mais par une subjectivité universelle, par la famille, la société civile ou l'État. On a souvent vu dans Hegel le philosophe de l'État prussien. À supposer que cela soit valable pour la théorie de l'État, ce n'est certainement pas vrai pour la société civile décrite dans la philosophie du droit. Elle est beaucoup plus proche des réalités socio-économiques anglaises que de la Prusse féodale de l'époque à grande propriété foncière. Ricardo, dont les principes d'économie politique viennent de paraître en 1815, est ici nommément cité et abondamment utilisé, comme 10 ans auparavant Adam Smith. Voilà qui, entre autres, témoigne du vif intérêt de Hegel pour l'économie politique. Cette science des temps modernes qui fait honneur à la pensée, dit-il. La prescription de la société civile, qui est aussi bourgeoise, bürgerlich, signifie les deux en allemand. La prescription est celle-ci. Enrichissez-vous. Contrairement à Kant, dont l'action morale et la liberté reposent sur l'élimination des penchants naturels et des désirs, la liberté hegelienne implique non seulement le droit de propriété, comme on l'a vu, mais aussi celui de satisfaire ce besoin matériel, condition nécessaire et non suffisante pour accéder à une liberté supérieure. Ce n'est qu'après la satisfaction des nécessités vitales que l'humanité et la liberté authentique sont possibles. Sinon, l'homme en est réduit à l'animalité. C'est le sens et le thème de la dialectique du maître et de l'esclave dans la phénoménologie de l'esprit. Le travail est donc la forme de liberté qui donne satisfaction à notre particularité,
à nos intérêts égoïstes. Chaque producteur contribue à la satisfaction des besoins et devient le fils de cette famille élargie qu'est la société civile. Elle est structurée par les classes sociales, plus exactement les États, die Stände, dont chacun est membre selon le type de sa contribution, selon son métier. Il y en a 3. La classe substantielle, qui tire sa richesse de la terre, c'est-à-dire les agriculteurs, paysans et propriétaires fonciers confondus. Ensuite, la classe industrielle, qui transforme les produits et où l'on retrouve pêle-mêle artisans, commerçants, ouvriers et industriels. Mais oui. Et enfin, la classe universelle, qui est chargée des intérêts généraux de la société, dit Beamte, qu'on peut traduire soit par fonctionnaire, soit par bureaucrate. Et c'est la traduction qui a été retenue. De cette bureaucratie, le jeune Marx de 25 ans a fait une critique virulente et très actuelle dans le manuscrit de 1843 intitulé « Critique du droit politique hegelien ». Vous le trouverez dans les éditions sociales. Bien. Mais le principe de la société civile, c'est-à-dire l'intérêt particulier et égoïste de ses membres, livre les individus qui cherchent à s'enrichir à la concurrence libre et sauvage du chacun pour soi, du laisser-faire, laisser-passer. Ainsi, avec l'accumulation des richesses des uns, s'accroît nécessairement la pauvreté et le chômage des autres, des bouches et des bras inutiles, de tous ceux que la division du travail et la spécialisation condamnent à l'incapacité d'assurer leur subsistance. Telle est la loi de la volonté particulière qui, par définition, s'oppose à l'universel, mais qui est incontournable parce qu'elle représente un moment du concept. Donc, le fonctionnement de la société produit une couche excédentaire de chômeurs que Hegel appelle Pöbel, plèbe ou populace, et qui plus tard sera l'armée industrielle de réserve. Et en ces temps de restructuration industrielle, il est intéressant de souligner la lucidité et la modernité de Hegel. Je cite: « Le glissement d'une grande masse d'hommes au-dessous d'un certain niveau de subsistance qui se règle de lui-même comme la subsistance nécessaire à un membre de la société, et avec cela la perte de sentiment du droit, de l'honnêteté et de l'honneur de subsister par sa propre activité et son propre travail, mène à la production de la populace. Production qui, d'autre part, comporte une facilité plus grande de concentrer en peu de mains des richesses disproportionnées. » Fin de citation, paragraphe 244. Cette populace, qui correspond plutôt à ce qu'on appellera plus tard le sous-prolétariat, est définie moins par la misère matérielle que par l'état d'esprit qu'elle crée, un esprit de révolte contre les riches, contre la société, contre le gouvernement. Que faire pour ces marginaux? Leur donner du travail? Mais on ne ferait qu'aggraver les contradictions. La colonisation a beau apporter un palliatif, un remède provisoire, elle se solde en définitive par une fuite en avant. Moralité et leçon à tirer de la société civile, le travail, forme de liberté particulière, s'est révélé dans son fonctionnement effectif le contraire de lui-même, source de servitude. Malgré l'intervention des corporations, c'est-à-dire des syndicats et de la police, malgré leur mission pédagogique, ce que Marx appelle les contradictions du capitalisme et qu'il pense résoudre par la révolution prolétarienne, Hegel, plus proche de Lénine sur ce point, les résout dans l'État, qui réalise la liberté universelle de l'être humain par-delà les intérêts et les avantages particuliers. C'est le devoir des individus d'être membres de l'État, citoyens de l'État
qui n'est pas un simple appareil de coercition. L'État, je cite, est la réalité effective de l'idée éthique. Fin de citation, paragraphe 257. Il assure la liberté pour tous, la justice distributive, qui rend à chacun son dû. Mais pour remplir cette mission, il faut une volonté individuelle qui soit au-dessus et en dehors de la société civile, qui ne soit pas impliquée dans les intérêts et les injustices qu'elle véhicule. Il faut un individu qui, par nature, par sa naissance, soit au-dessus de la société, qui puisse dire « je veux » au nom de tous. Cet individu, c'est le monarque. Et l'État idéal est la monarchie constitutionnelle, pas la démocratie. Pourquoi ? Parce que le nombre, la quantité à elle seule, la majorité, ne sont pas des garanties suffisantes de vérité. On peut se tromper à plusieurs. Bien plus. Le peuple, je cite, dans la mesure où ce mot désigne une partie ou un groupe particulier des membres d'un État, représente la partie qui ne sait pas ce qu'elle veut. Fin de citation, paragraphe 301, remarque. Et le paragraphe 303 continue, je cite, « Le plus grand nombre, considéré comme une juxtaposition d'individus isolés, et c'est ce qu'on entend volontiers par peuple, constitue certes un ensemble, mais seulement en tant que foule. Une masse informe dont les mouvements et les actions ne seraient qu'élémentaires, dépourvus de raison, sauvages et effrayants. » Fin de citation. Ajoutons tout de même que la monarchie constitutionnelle comporte 2 chambres, l'une des propriétaires fonciers, députés d'office, l'autre des députés élus. Or, l'état de raison, incarné par le monarque, qui existe par la marche de Dieu dans le monde et actualise la liberté pour tous, doit affirmer une double souveraineté, vers l'intérieur et vers l'extérieur, contre les autres peuples par la guerre, pour prouver sa liberté. En effet, de même que l'individu dans la dialectique du maître et de l'esclave s'engage dans la lutte à mort pour la reconnaissance et met sa vie en jeu pour prouver qu'il est supérieur à son existence naturelle, de même l'État, qui est aussi une singularité, un individu, doit prouver sa liberté, affirmer sa souveraineté contre les autres par la déclaration de la guerre, qui fait partie du pouvoir du prince. La guerre, affirme Hegel au paragraphe 324, n'est ni un mal absolu, ni une pure contingence extérieure. Elle est nécessaire. C'est un moment du concept, l'idéalité de toute possession et des intérêts. Il est nécessaire que le fini, la vie et la propriété, soient posés comme contingents parce que cela constitue le concept du fini. Cette nécessité est une donnée naturelle. Chacun sait que tous les hommes sont mortels. Mais dans l'essence éthique, dans l'état, cette nécessité devient œuvre de liberté. Elle est voulue. Si tous les hommes sont mortels, alors autant les tuer pour réaliser leur concept. La guerre conserve la santé éthique des peuples dans l'indifférence vis-à-vis des déterminités et vis-à-vis du processus par lequel elles s'installent comme habitude et deviennent fixes, tout comme le mouvement des vents préserve les eaux des lacs du danger de la putréfaction ou les plongerait un calme durable, comme le ferait pour les peuples une paix durable, et a fortiori une paix perpétuelle. Fin de citation. Hegel, qui a de la suite dans les idées, reprend ici, mot pour mot, un texte publié 20 ans plus tôt sur le droit naturel. Et il ajoute maintenant, toujours dans le même paragraphe, « Les guerres n'ont lieu que là où le cours des choses les rend nécessaires. »
De toute façon, les sémences germent à nouveau et le bavardage se tait devant le sérieux du mouvement cyclique de l'histoire. » Fin de citation. Mais ce n'est pas tout. Entre souveraineté interne et externe, il y a une même idéalité, un lien politique intéressant. Les guerres victorieuses ont empêché les troubles intérieurs et affermi la puissance de l'État. C'est une sagesse dont la pratique de mémoire de gouvernant a toujours été couronnée de succès. En clair, il ne suffit pas de déclarer la guerre pour prouver sa liberté, encore faut-il la gagner. Donc, c'est la critique des armes qui va décider de la liberté des États. Est libre celui qui dispose d'un armement supérieur. C'est dire que l'histoire universelle, la véritable théodicée, est écrite par les vainqueurs, c'est dire que lieu de pouvoir et lieu de vérité coïncident. Nécessité logique et contrainte physique vont de pair, et cette légitimation du pouvoir, sous toutes ses formes, est un aspect de la philosophie hegelienne qui explique en partie la fascination qu'elle exerce et son actualité. Pour terminer, il faut donc remarquer que cette philosophie du droit et la dialectique de la liberté ne s'achèvent pas par l'État, mais par l'histoire universelle. Sur cette scène se sont succédés, tour à tour, pour porter le flambeau de la liberté, le monde oriental, les Grecs, les Romains et, pour finir, le monde germanique. C'est donc le droit de l'histoire mondiale qui est supérieur à tous les autres. Et pour autant qu'on puisse résumer la pensée politique de Hegel, elle serait à peu près celle-ci. La liberté sera planétaire ou ne sera pas.